On termine en effet en beauté et en force ce soir avec deux intervenantes dont les travaux illustrent à merveille l'intitulé de la soirée « L'art transforme la ville » et j'ajouterai les habitants. Et je vais répéter ce que Laurence vient de vous dire parce que les habitants dont j'observe la progression du piéton passif que nous étions au cours des premières séances, l'habitant de la ville, c'est-à-dire vous et moi, les Parisiens, sont devenus spectateurs, le plus souvent émotifs, d'événements culturels qui leur sont proposés dans l'espace public. Et ce soir, eh bien, le piéton de Paris, est acteur d'interventions artistiques plus ou moins spontanées. L'occasion, en tout cas pour nous ce soir, d'isoler trois types de questions. L'habitant est-il un artiste comme les autres? Si les artistes, de se poser la question de savoir si les artistes ont des missions désignées dans l'espace public et lesquelles. Et enfin, l'art urbain est-il une forme de militantisme et où faut-il le classer? Alors, pour répondre à ces vastes questions, qui sont des questions qui déjà sentent fleur bon les vacances et l'été, pour en parler avec nous et autour de 19h55, Françoise Chin, qui est architecte, urbaniste et artiste, et qui met tout son talent et sa folle énergie à courir le monde, alors des Mureaux en Seine-Saint-Denis, à Ramallah. Elle court le monde pour approcher des frères ennemis et faire société, comme on dit, avec des méthodes qui sont bien à elle. Son ouvrage magnifique qui vient de sortir chez Mardaga est à la signature de l'auteur à la fin de la petite leçon, si vous le souhaitez. C'est Françoise Chin, artiste des droits humains, et non pas des droits de l'homme, et elle nous dira quelle différence elle fait. Et avec nous tout de suite, Stéphanie Lemoine, qui est journaliste. Vous êtes bien installée, Stéphanie, hein? Ça va. Voilà. Journaliste, critique, auteur d'ouvrages consacrés à l'art urbain, qui est enseignante à Panthéon-Sorbonne, qui intervient dans le master professionnel projet culturel dans l'espace public. Vous trouverez alors aussi la liste des ouvrages de Stéphanie dans la petite note qui vous a été remise. Le plus récent, le dernier, est intitulé « Vers un nouveau mode de ville ». Il a été publié l'an dernier aux éditions alternatives. Alors, première question, Stéphanie Lemoine, pour sans doute vous présenter, tout en présentant le sujet qui nous rassemble. Comment s'est déclaré votre intérêt pour l'art urbain? Où s'est passée la rencontre? Dans la rue, évidemment. Moi, j'ai d'abord été une piétonne et effectivement, c'est en parcourant Paris que je découvrais, puisque, comme beaucoup, je suis une provinciale arrivée à la capitale à 18 ans. Et donc, je suis arrivée à une époque où l'art urbain était en pleine effervescence à Paris et se réinventait. C'était l'époque, au début des années 2000, où on passait du graffiti parfois inquiétant, qui pouvait paraître comme un symptôme de l'insécurité qui pouvait régner, etc. On passait donc de ce graffiti mal perçu et mal vu à ce qu'on appelle le street art. Et on voyait éclore des formes d'art tout à fait nouvelles, comme, je ne sais pas, les mosaïques d'Invader, par exemple, ou les ombres nocturnes que Zeus traçait autour du mobilier urbain. C'était très poétique, c'était très inventif, et ça m'a donné envie d'écrire sur le sujet, sans d'ailleurs clamer une quelconque expertise. Et donc j'ai proposé un projet à un éditeur qui l'a, contre toute attente, accepté. Vous n'êtes pas artiste vous-même? Non, pas du tout. Vous n'êtes jamais essayé sur un trottoir parisien? Vaguement, mais je préfère ne pas en parler, si vous voulez. Ça a été effacé le lendemain, peut-être. Oui. Alors, Stéphanie, dans quel contexte l'artiste peut devenir acteur des transformations urbaines? Alors, vous allez nous dire de quel artiste il s'agit, et vous allez nous dire aussi à quelle crise politique et à quelle demande sociale, finalement, cette pratique répond. Alors, l'intervention des artistes... Si vous avez des images, c'est le moment. Plus tard? Oui, plus tard, oui. Vous pouvez répéter la première question? Dans quel contexte oui. L'artiste peut-il devenir acteur des transformations urbaines? Soit de manière très spontanée, c'est le cas de l'art urbain, d'ailleurs, où finalement, on est face souvent à des autodidactes, à des gens qui ne relèvent pas de la commande publique. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus le cas, mais en tout cas, les premières interventions des artistes urbains sont des interventions
illégale, gratuite, spontanée, qui vise le plus souvent à améliorer son cadre de vie et à transformer l'espace quotidien dans lequel on se trouve. Il y a une conscience du collectif, de l'espace? Il y a une conscience de l'espace, en tout cas, ça c'est évident, oui. Dans cette première génération d'artistes? Bien sûr. Je pense par exemple à un collectif de 2 personnes, hein. Bon, c'est peut-être le début du collectif. À deux, on n'est pas tout seul. Qui s'appelle Mosco, que vous connaissez sans doute, qui est un collectif d'artistes parisiens. Et eux ont commencé dans les années 90 de cette manière-là. Ils intervenaient dans un quartier très très dégradé qui s'appelle la Moscova, dans le 18e arrondissement. Et dans ce quartier insalubre, ils ont commencé à dessiner des zèbres, des tigres, des girafes, des animaux de la savane qui ont mis de la couleur dans leur environnement et ça n'avait pas d'autre prétention que celle-ci finalement. Donc ça, c'est le premier degré d'intervention, c'est celui qui consiste à revendiquer le droit finalement d'intervenir sur son environnement, généralement donc pour le rendre plus agréable ou parfois pour contester la manière dont cet environnement est investi, notamment par la publicité. Ça a été le cas aussi de beaucoup d'artistes qui ont pratiqué le détournement et qui pratiquent encore le détournement et qui sont intervenus ou interviennent sur des panneaux publicitaires pour contester comme ça l'omniprésence de la publicité dans l'espace urbain. Alors c'est moins le cas aujourd'hui à Paris où finalement la part de la publicité recule. Enfin, on voit moins peut-être de panneaux 4x3. Alors droit qui leur a été accordé dès le départ? Pas du tout. Non, c'est un droit qui est pris. C'est un droit de réponse et c'est vraiment une liberté qui est prise et qui a été d'ailleurs très très combattue pendant très longtemps par les pouvoirs publics qui aujourd'hui sont dans une ambivalence beaucoup plus grande face à ces pratiques-là et souvent laissent faire, voire encouragent et subventionnent ces pratiques parce que ce sont souvent des interventions, très lisibles, très accessibles. C'est une forme d'art figurative, ce sont des choses... on est très loin de l'art conceptuel ou de l'art contemporain qui est jugé élitiste, opaque, incompréhensible. Là, pour le coup, n'importe qui peut appréhender ces formes d'art-là. Donc, souvent, les municipalités perçoivent l'intérêt qu'elles ont à laisser faire ces artistes-là. Mais on en reparlera peut-être un peu plus tard en donnant des exemples précis en fait, des bénéfices que les municipalités en tirent. Et donc, au-delà de cette forme d'art-là qui est très spontanée, on voit émerger aussi des pratiques aujourd'hui qui me paraissent assez novatrices, mais peut-être que vous me détromperez, et qui consistent à intégrer... Vous êtes là pour ne pas être d'accord, forcément. Ouais. Qui consiste à intégrer la pratique artistique dans le projet urbain, c'est-à-dire d'associer des artistes aux transformations de l'espace urbain lui-même. Et du coup, on est face à des pratiques alors, qui relèvent peut-être plus de la créativité au sens très large que des arts au sens très restreint, puisqu'on voit aussi des collectifs d'architectes, de designers, de paysagistes, etc., se former autour de ces questions-là. Et ces projets, souvent, sont financés par des acteurs de la fabrique urbaine qui ne sont pas liés au monde de l'art. Ils sont financés par des aménageurs. La FTRP, par exemple, qui est un aménageur francilien, finance énormément ce type de projet. Ils sont financés parfois par des maîtres d'ouvrage privés, ça c'est assez rare, mais ça commence. On commence à avoir un intérêt des promoteurs immobiliers pour ce type de projet. Et puis par les municipalités, mais plutôt par les services d'urbanisme que par les services de la culture. Donc ça me paraît un phénomène assez intéressant de voir, tiens, tout à coup, on considère que les artistes sont des acteurs à part entière de la fabrique urbaine et du projet urbain, ce qui a priori ne va pas de soi. Donc il y a eu une génération un peu sacrifiée quand même au début par rapport aux artistes d'aujourd'hui. Vous pensez aux artistes urbains, par exemple? Oui, enfin, les premiers, enfin ceux qui sont sortis spontanément et sans aide particulière. Alors, je ne sais pas si on peut vraiment parler de génération sacrifiée dans la mesure où, la plupart des artistes, vraiment, la massification de l'art urbain, je ne sais pas si on peut parler de massification, mais en tout cas, l'éclosion vraiment de l'art urbain à Paris, elle date des années 80. Et à l'époque, il y a déjà quand même un engouement certain des médias, en tout cas, et du grand public pour ces pratiques-là. Donc, c'est des artistes, je pense... Donc, ça a très vite marché, finalement. Ça a marché. Et puis, en fait, c'est le graffiti qui
contrairement à ce qu'on pourrait penser, est vraiment la génération sacrifiée, parce que quand le graffiti arrive à Paris dans le milieu des années 80, très vite il est associé, et d'ailleurs plutôt à tort, aux classes dangereuses, aux banlieues, donc à la crise des banlieues, à l'insécurité, à la violence, etc. Alors qu'en fait, il est pratiqué, en tout cas à Paris, plutôt par les classes, en tout cas au tout début, plutôt par la bourgeoisie parisienne. En tout cas, il est associé aux banlieues, ce qui fait qu'il est... Et puis, il investit de manière massive, très rapidement, le métro et puis les murs, ce qui fait qu'il y a une réaction très forte des pouvoirs publics. Une sorte de crack artistique. C'est ça. Et en fait, cette répression qui va toucher d'abord le graffiti, elle finit par atteindre tous les artistes urbains, y compris les pochoiristes et les artistes de la génération 80 qui, au début, bénéficiaient d'une certaine bienveillance de la part des institutions et notamment de la police. Alors, on parle un peu de participation ce soir. Ce sont des artistes qui travaillent seuls, en collectif, qui sollicitent la parole, la participation des habitants. Comment ça se passe? Alors, en fait, il y a différents degrés là aussi. Hein, il y a une typologie très très variée qui va de l'artiste solitaire qui va tout à coup de manière individuelle marquer la ville de son empreinte. L'exemple qui me vient à l'esprit et qui est vraiment très fort aujourd'hui, c'est celui d'un artiste qui s'appelle C215, un artiste urbain qui intervient à Vitry. Alors, peut-être je peux montrer, c'est un pochoiriste. C'est un pochoir qui a été fait à Vitry, dans la rue principale qui va de la gare à l'église, au centre-ville, et qui d'ailleurs, là, il donne l'impression d'une échelle qui n'est pas la sienne, parce que c'est un pochoir qui est assez petit finalement, alors qu'on a l'impression de quelque chose d'assez monumental. En fait, c'est plutôt assez délicat et assez discret. Voilà. Et donc C215, en fait, lui, c'est vraiment l'artiste qui s'installe à Vitry pour des raisons personnelles en 2009, et puis commence, mais de manière assez discrète, à intervenir sur son environnement, dans son environnement quotidien, à côté de chez lui, etc. Mais comme c'est plutôt un bon communicant, il commence à poster, comme le font quasiment tous les street artistes, des photographies de ses interventions dans l'espace public, sur Internet, sur les réseaux sociaux, et à diffuser... à diffuser en fait des images de son travail. Et à l'époque, c'est déjà un artiste qui a une stature internationale, puisqu'il a participé au Cannes Festival qui a été organisé par Banksy. Donc Banksy, c'est vraiment la star de l'art urbain. Donc je crois que c'était en 2008, le Cannes Festival. C'est un jeu de mots intraductible sur Cannes. En anglais, c'est la bombe aérosol, et il joue sur le festival de Cannes et donc le festival des bombes aérosols. Voilà. Et il invite comme ça une vingtaine, je crois, d'artistes, parmi lesquels C215, qui met tout de suite l'accent sur son travail, alors qu'il a commencé depuis assez peu de temps. Donc il communique sur son travail et il hésite en se disant: qu'est-ce que je communique? Est-ce que je communique sur un travail que je fais à Paris, ou est-ce que je dis que je suis à Vitry? Et il décide de préciser la localisation et de spécifier qu'il travaille à Vitry, ce qui finalement donne à Vitry une visibilité internationale dont la municipalité a tout de suite l'intelligence de voir le potentiel. Et là, le profit qu'elle peut en tirer. Absolument. Et donc, il est contacté... il est malin, votre artiste. Hein. Et il est malin, et le personnel politique de la municipalité, et notamment Bruno David, qui est à la culture, est malin aussi, puisqu'il perçoit tout le bénéfice qu'il peut tirer de cet artiste et du street art en général. Alors, il faut dire que C215 n'arrive pas en terrain inconnu, puisque Vitry, c'est une ville qui, de toute façon, a une politique de 1% artistique, qui fait qu'il y a beaucoup d'œuvres dans l'espace public, et il y a une politique culturelle assez forte, dont le Macval, d'ailleurs, est l'emblème. Et donc, ils vont voir C215 et lui disent: bon, ben voilà, nous, on est vachement intéressés, comment on fait? Et lui leur suggère de laisser les choses un peu se faire de manière justement spontanée, et de ne pas verser dans la commande publique, de ne pas faire de contrat écrit, puis finalement de laisser les artistes venir. Et à l'invitation de C215, on voit venir à Vitry des artistes vraiment de stature internationale qui commencent à peindre un peu partout au centre-ville, sans commande préconçue, sans que la mairie fasse quoi que ce soit.
Et finalement, donc, Vitry est comme ça devenue un petit peu une des capitales mondiales du street art, mais de manière un peu, comment dire, hasardeuse finalement, de manière spontanée et sans qu'il y ait une stratégie municipale. Avec une prise de risque quand même. Absolument. De la part de la ville. Absolument, parce que la ville choisit à Vitry de ne rien effacer. Donc du coup, je pense que les habitants peuvent aussi, là pour le coup, se percevoir, comment dire, une forme d'envahissement. Alors ils s'en plaignent ? Pas à ma connaissance. Après, j'ai pas fait de sondage auprès des habitants de Vitry, mais a priori, non, ils sont plutôt contents parce que ça change, ça transforme l'image de la ville vraiment, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à Vitry, qui est une ville assez hétérogène, où on a aussi bien des pavillons que des logements sociaux et des cités, etc. Et ce sont les portes de Paris quand même. Voilà, mais c'est une ville qui est un peu une ville sans qualité, et tout à coup, il y a des touristes qui débarquent du monde entier avec des appareils photos et qui commencent à faire des photos dans les rues. Il y a des livres qui paraissent sur la ville, et voilà, donc la ville acquiert une vraie existence. Et finalement, ce qui est intéressant, je trouve, dans ce projet, c'est que de manière très spontanée, incrémentale, etc., et sans stratégie préconçue, on est en plein dans du marketing territorial ou ce qu'on peut appeler du city branding, c'est-à-dire que la ville réalise ce que énormément de villes aujourd'hui cherchent à faire, c'est-à-dire de faire de la culture le levier du développement économique et de l'attractivité de la ville. Voilà, donc ça c'est un premier niveau. Et ma question c'était artiste à part entière, solitaire ou sollicitant la parole de l'habitant. C'est ça. Et alors après il y a aussi, alors ça c'est plutôt des collectifs qui sont pas forcément des collectifs d'artistes au sens étroit du terme, mais qui sont plutôt dans le champ des arts appliqués, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense à des collectifs comme ETC, comme Bruit du Frigo, comme Kotchenko, comme les Saprofit, etc., dont vous avez probablement entendu parler. On en a parlé l'an dernier. Voilà, et il y a eu une exposition d'ailleurs ici au pavillon de l'Arsenal qui était pas mal, qui s'appelait Re-Architecture, où il était question de ces collectifs-là. Alors, tous ne sont pas dans la participation et tous ne sollicitent pas l'avis des habitants. Un collectif, par exemple, comme Bellastock, qui vient de faire un festival sur l'eau en Île-de-France, se méfie terriblement du terme de participation, qui est quasiment un gros mot et qui aujourd'hui recouvre des pratiques très diverses et très controversées, qui peuvent finalement se borner à une simple réunion où on informe les habitants et on les met devant le fait accompli. Mais il y a beaucoup de ces collectifs qui vont chercher à faire avec les habitants et à travailler avec eux. Alors, dans des logiques qui peuvent aller jusqu'à la co-élaboration, la co-création, etc. Et là, ça devient intéressant. L'organisation en collectif, elle dit quelque chose. Elle dit évidemment qu'on est dans un cadre où les structures pyramidales qui finalement président à la fabrique de la ville depuis très longtemps, finalement, depuis le début, n'ont plus cours. Et là, on est vraiment dans c'est des collectifs qui déjà vont mettre en cause leur propre routine professionnelle, et notamment la pratique de l'architecture, qui donc est une discipline qui aujourd'hui se pratique largement devant un ordinateur, où on va faire des plans sur AutoCAD, etc. Et où, à moins d'être assez aguerri, on est peu en contact avec les matériaux, on va peu sur les chantiers, etc. Enfin, il faut avoir une certaine expérience pour ça. Eux vont revendiquer le droit de faire, de mettre les mains dans le cambouis, et aussi ils vont revendiquer, via l'organisation en collectif, le droit de participer collectivement à la fabrique de la ville et d'avoir leur mot à dire. Et là, on est dans un cadre où finalement, on est ils répondent d'une certaine manière à ce qu'on observe et qui est une crise de la démocratie représentative, dont les élections européennes ont d'ailleurs été la manifestation éclatante, que ce soit par le taux d'abstention ou par le vote FN. Là, on est dans un glissement vers ce qu'on pourrait appeler la démocratie participative, où l'enjeu, c'est vraiment de faire la ville ensemble, et donc de ne plus déléguer la fabrique de la ville aux seuls experts, alors urbanistes, architectes, élus, etc., mais vraiment d'aller chercher les habitants pour faire la ville avec eux. Avec tension, j'imagine.
avec les professionnels de la ville, avec les autres acteurs de la ville? Alors c'est toute l'ambiguïté d'ailleurs de ces Comment est-ce que l'architecte et l'urbaniste se laissent mener? C'est toute la difficulté et l'ambiguïté de ces pratiques-là, mais c'est aussi tout leur intérêt, je pense. Oui, leur audace, en tout cas. Voilà, c'est que, bon, alors c'est moins le cas des collectifs d'architectes qui ont le langage de l'architecture et qui peuvent dialoguer avec des services techniques, mais quand vous voyez un artiste débarquer dans des projets, donc un artiste qui vraiment a à la formation d'un artiste, le jargon d'un artiste, et qui débarque dans des projets où il doit dialoguer avec des techniciens finalement de la ville, finalement ça décale un petit peu ça décale la manière de faire, et c'est peut-être dans ce jeu, dans ce décalage que peut se produire l'invention, que peut se produire la créativité, d'une etc. ville nouvelle ou de petits morceaux de ville nouvelle. Absolument. Ouais. Vous en avez vu des petits morceaux de ville nouvelle? Alors moi, l'exemple qui me vient à l'esprit, c'était l'année dernière à Vitrolles. Vous voulez trouver une image qui va avec? J'en ai pas mise. On est d'accord. Mais c'est dommage, j'en ai sur mon ordinateur. Mais... Donc Vitrolles, ville pour le coup qui a été gérée par le FN et qui en garde des traces, notamment sur le plan culturel, puisque c'était une ville qui avait une forte tradition culturelle, et le FN a tout balayé. Et donc le maire socialiste, je ne me rappelle plus son nom d'ailleurs, je ne sais même pas s'il a été réélu, voulait vraiment développer une politique culturelle importante dans le cadre de Marseille-Provence 2013. Et il a fait venir ces collectifs pluridisciplinaires, donc composés d'architectes, de paysagistes, de designers, etc., pour investir le centre-ville de Vitrolles, qui est une espèce de non-lieu qui n'est pas vraiment hospitalier. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un lieu à l'urbanisme un peu compliqué, etc. C'est une ville nouvelle qui a poussé comme un champignon, et le centre-ville peine à exister. Et donc, ils ont créé ces collectifs dans le centre-ville, tout un tas d'équipements. Très simple. Alors, il y a le collectif Existe qui a créé une oasis urbaine. Moi, quand j'y suis allée, il faisait 40 degrés, et l'oasis urbaine, c'était juste un endroit merveilleux où il y avait des jets d'eau, il y avait des brumisateurs, c'était magnifique. Tous les enfants venaient se baigner, etc. Et donc, c'était vraiment une construction en bois assez légère, pas forcément faite pour durer, et encore, où les normes de sécurité n'étaient pas tout à fait respectées, mais finalement ça marchait bien, et c'était un endroit très agréable. Le collectif ETC, lui, avait investi la gare routière, et il avait fait un manège autour de la gare routière, donc qui était un endroit en bois aussi, une structure en bois, ombragée, où les gens du coup pouvaient attendre le bus assis, et non plus debout ou sous un abribus un peu moche. Voilà, là c'était magnifique, ça donnait vraiment envie de s'asseoir. Voilà, donc ils avaient réussi par des équipements dont on pouvait penser qu'ils étaient vraiment bon marché et faciles à réaliser. Ils avaient réussi à animer ce centre-ville un peu morne. Enfin, donc, et j'en discutais avec le maire, juste pour finir, qui me disait ça permet de tester des choses à peu de frais. C'est-à-dire que quand on est face à un projet de restructuration du centre-ville, tout à coup, on est face à des appels d'offres, à des budgets extrêmement lourds. Il y a toute une machine très lourde administrative à mettre en branle, alors que là, avec des budgets assez réduits, paf, on fait venir des collectifs sous couvert d'événements artistiques ou culturels, etc. Et paf, ça permet de voir ce qui marche pas, de tester, etc. De tester et d'expérimenter. Et c'est l'intérêt de ces projets-là, c'est leur caractère extrêmement expérimental. Quelques images, Stéphanie. Oui, alors peut-être présenter quelques projets. Alors voilà, tiens. L'autre intérêt des pratiques artistiques, c'est ce que j'appelle la ville à hauteur d'homme. C'est justement donc de sortir de ces logiques descendantes où les experts, finalement, sont les seuls à pouvoir faire la ville. Là, on est avec Laurent Petit, qu'on avait invité d'ailleurs au pavillon de l'Arsenal, qui est le fondateur de l'ANPU, l'Agence nationale de psychanalyse urbaine. Et qui est l'auteur de l'extrait du livre que nous allons lire
Absolument. À 20h. Oui, j'ai choisi un extrait parce que alors c'est très drôle, c'est très potache, ce qu'il fait. Voilà, c'est plutôt en général c'est. À votre avis, l'échange entre les deux, c'est quoi là? Il parle de. Alors là, donc peut-être juste présenter Laurent Petit rapidement. Donc Laurent Petit, qui là se présente avec une blouse blanche, donc qui mime vraiment, qui parodie l'expert. En fait, n'a absolument rien à voir ni avec l'urbanisme ni avec l'architecture. Il a eu croire quand même. Hein. Mais est-ce qu'il est psychanalyste? Ni avec la psychanalyse. Mais il nous l'a dit l'autre jour. Il ment alors? En fait, alors non, c'est vraiment un imposteur fini. Donc il a eu une brève carrière d'ingénieur et puis il s'est lancé dans le théâtre de rue. Donc lui, il vient vraiment de l'art de rue finalement, plutôt dans sa version théâtrale. Et puis il a commencé à créer comme ça des conférences où il expliquait les rapports de Mickey Mouse et de Michel-Ange. Et ça s'appelait Mickey-Lange. Voilà. Et donc ça a commencé comme ça. Et puis, il a, un peu par hasard, il est devenu psychanalyste urbain. Et il a commencé à... Mais vraiment? Voilà. Enfin, vraiment. De Non manière plus. complètement potache. Donc, il a créé cette agence factice de psychanalyse urbaine. Pour la névrose territoriale. C'est ça, pour soigner les névroses territoriales. Et donc, alors au départ, il travaillait, et même encore maintenant le plus souvent, à l'invitation d'institutions culturelles. Et donc, il investit un territoire. Alors, il est allé à Vierzon, à Tours, dans les Côtes-d'Armor, en Camargue aussi, etc. Et donc, là, c'est ce qui se passe avec les habitants. Donc, ils convoquent des bénévoles. Enfin, ils trouvent des bénévoles. On voit une femme derrière qui a aussi une blouse blanche. Son assistante. Voilà, donc c'est une bénévole. Et donc, ils allongent les habitants sur le divan. Enfin, là, pour le coup, le divan, c'est des transats. Et ils vont leur poser des questions, alors en général sous la forme plutôt de portraits chinois, etc. Donc, si votre ville était un fruit, qu'est-ce que ce serait? Plutôt une pomme ou plutôt une banane, etc. Voilà. Parallèlement à ça, il va beaucoup dans les cafés, dans les restaurants, parce qu'il part du principe que c'est aussi là, dans les endroits où on peut s'en mettre plein la panse, que se joue vraiment l'expertise et l'analyse d'un territoire, le diagnostic. Et donc, il recueille comme ça, dans les territoires où il intervient, la parole des habitants et aussi la parole d'experts, de gens qui connaissent un petit peu mieux le territoire, qui travaillent parfois, je ne sais pas, dans les archives, les services municipaux. Je peux vous demander s'il obtient des résultats? Alors justement, donc après ça, il restitue les résultats qu'il obtient lors de grandes conférences où vraiment il arrive avec sa blouse blanche, etc. Machin. Il convoque les élus généralement et il leur présente les résultats. Alors vous verrez tout à l'heure au cours de la lecture, un petit peu, les résultats, c'est complètement potache. Donc il a une analyse très lacanienne des territoires. Il va travailler sur le nom des villes. Voilà, il va identifier les névroses et il va proposer des solutions. Il va proposer des solutions. Ça vous fait rire, Françoise. Hein. Vous l'avez pas rencontré? On va prendre rendez-vous. Hein. Mais ce qui est génial, c'est qu'avec son humour complètement décalé, finalement, il arrive à produire une analyse sur les territoires qui est au fond assez proche de celle que vont produire des urbanistes. Et il m'avait raconté lors d'un entretien qu'on avait eu qu'un jour, un élu vient le voir en lui disant: c'est marrant parce que tout ce que vous avez raconté là, dans votre conférence, j'ai payé très très cher une agence d'urbanisme qui m'a dit au fond exactement la même chose que vous. Et voilà, donc finalement, c'est complètement loufoque. Mais dans le livre dont on va vous lire un extrait tout à l'heure, finalement, c'est assez pertinent aussi et c'est assez juste ce qu'il peut raconter. Mais là, il est dans l'écoute et dans la restitution de la parole. Alors. Exactement. Hein, c'est ça. Exactement. Voilà. Donc là, on est dans le cadre, c'est très loufoque, mais on est plus dans le cadre de la performance. Alors, il y a de la participation habitante dans la mesure où c'est vraiment en discutant avec les habitants qu'il arrive à construire ces performances. Voilà. Mais après, on a d'autres projets qui vont beaucoup plus loin, et notamment un projet qui moi, me semble vraiment intéressant, qui est celui, voilà, alors la photo n'est pas très parlante, mais c'est celui d'un collectif dionysien, donc de Saint-Denis, qui s'appelle Kotchenko, donc qui comprend aussi bien des architectes que des designers textiles, etc., machin, qui a géométrie variable en fonction des projets. Et là, c'est un projet qui s'est déroulé à Saint-Denis
dans une cité qui s'appelle Jolieu-Curie, comme pas mal de cités, et donc dans le cadre d'un projet de rénovation urbaine financé par l'ANRU. Voilà, c'est un projet ANRU. Je dois dire, je n'ai peut-être pas insisté sur ce point-là, que beaucoup de ces projets participatifs, sollicitant les habitants, impliquant les habitants, se tiennent dans ce cadre-là. Hein. On est vraiment dans le cadre de la politique de la ville. Et peut-être que ces projets existent aussi parce que la politique de la ville a été compliquée à mener et c'est quand même souvent soldé par des échecs. Et voilà, et c'est pas simple de désenclaver un quartier, c'est pas simple de changer l'image de quartier, c'est pas simple d'inverser des dynamiques économiques, territoriales, etc. Et on peut supposer que les élus, sollicitent des artistes un peu en désespoir de cause. Et vous nous direz que les artistes ne peuvent pas tout. Mais ça, c'est la conclusion. Mais on a un peu l'impression qu'ils sont la bouée de sauvetage des municipalités. Ou peut-être. Françoise va se défendre dans un instant. Voilà. Et donc, en tout cas, le collectif Kotchenko a pour mission d'accompagner les habitants dans la rénovation, alors aussi bien des espaces communs, des espaces extérieurs, etc., que l'intérieur des logements des habitants. Alors, l'intérêt de ce collectif, c'est qu'il est déjà sur place, puisqu'ils ont leur atelier pas très loin de la cité, ce qui fait qu'ils sont légitimes sur ce territoire-là, et puis ils connaissent le contexte, ce qui n'est pas toujours forcément le cas des artistes qui parfois débarquent. Sont parachutés. Voilà, sont parachutés, mais en même temps prennent le temps. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas dit aussi. Oui. C'est des projets qui souvent se déploient quand même sur le long terme, disons sur 6 mois, 1 an, etc. Là, ça a duré plus d'1 an. Donc, on a le temps quand même de dialoguer avec les habitants, etc. Ça, c'est un peu l'héritage de... C'est un peu l'héritage de Bouchain. Tous ces collectifs-là sont les enfants de Patrick Bouchain, donc l'architecte un peu franc-tireur, qui lui a conduit aussi des projets de rénovation en impliquant les habitants énormément, notamment à Boulogne-sur-Mer ou à Tourcoing. Et là, on est un petit peu dans ce contexte-là, c'est-à-dire que Kotchenko, en fait, va décider de former les habitants, de les accompagner pour qu'ils restaurent eux-mêmes leur cadre de vie. Alors, ça va se déployer de plusieurs manières. Ils vont créer une fabrique de co-design, où ils vont finalement créer ensemble du mobilier. Ils vont créer aussi un atelier de papier peint sérigraphié, et puis aussi un atelier pour faire un potager au pied des immeubles que les habitants vont pouvoir investir dans un espace un peu délaissé, un petit peu négligé, etc. Et ce que je trouve intéressant dans ce projet, c'est que vraiment... finalement, l'enjeu, c'est de donner aux habitants les moyens de se passer des artistes. C'est-à-dire qu'on leur apprend à manier les outils, on leur apprend à faire pour finalement qu'ils puissent prendre en charge leur cadre de vie. Et là, on est vraiment dans le... Et ensuite, l'artiste se déplace et va ailleurs. Exactement. Mais en fait, la mission, c'est réussi quand on n'a plus besoin de lui. C'est ça. C'est vraiment... Il y a un enjeu d'émancipation qui est très très fort et qui s'inscrit dans le cadre de ce qu'on appelle en ce moment, c'est une notion qui monte un peu, qu'on appelle l'empowerment, qui est une notion anglo-saxonne et qui désigne le pouvoir d'agir. Et c'est vraiment l'idée de donner aux gens le pouvoir d'agir et donc d'être autonome face à leur cadre de vie. À leur destin. C'est ça, exactement. Et donc là, on est très très loin justement de ces logiques descendantes où on postule, c'est le cas de beaucoup d'élus, que finalement les habitants ne sont pas capables de prendre... la participation n'est pas possible parce que les habitants ne peuvent pas être des experts, les habitants n'ont pas de compétences et ne peuvent pas les acquérir. Là, ce type de projet, finalement, montre que qu'il y a peut-être quelque chose à jouer à ce niveau-là, que quand on fait un transfert de compétences, quand on apprend, quand on mise sur la formation, l'éducation, etc., quelque chose peut se passer. Et il peut y avoir une délégation du pouvoir, finalement. Quel moyen l'artiste a-t-il de transformer la ville ? Quel moyen ? Justement, je pense sa créativité. Je pense que c'est pour ça que Ça, ce sont les siens propres. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on lui accorde comme moyen en dehors de ça ? Alors, les moyens qui sont accordés, je n'ai pas toujours les chiffres. Par exemple, là, je me souviens plus, c'est un budget quand même relativement important, de plusieurs centaines de milliers d'euros. Mais l'intérêt de ces projets, et peut-être aussi leur limite, c'est qu'ils se voient dotés de moyens dérisoires. Par exemple, Laurent Petit...
on est à 10 000 € grand maximum pour intervenir et psychanalyser une ville. Donc finalement, l'intérêt de ce type de projet, c'est qu'ils permettent donc de tester, d'expérimenter, c'est ce que je disais tout à l'heure, de mettre à l'épreuve des projets urbains avec des moyens qui sont peut-être moins importants que ceux dont devraient se doter les municipalités si elles enclenchaient des projets plus pérennes. Voilà. Donc finalement, on est aussi dans un contexte de crise où les municipalités ont de moins en moins de moyens, et c'est peut-être ce qui plaide en faveur de ce type de projet qui en plus ont pour philosophie pour beaucoup d'utiliser les ressources locales, les matériaux locaux. On est vraiment dans le contexte du DIY, du do-it-yourself, où finalement on va faire avec les moyens du bord, dans une économie de moyens très forte. Et la matière première, elle est sur place. Absolument. Et il y a beaucoup mais il y a des artistes ou des collectifs plutôt d'architectes là, qui réfléchissent justement sur la question des ressources locales, qui travaillent avec les ressources locales. J'en vois deux. Il y a au sud de Paris Stéphane Shankland, dans le projet à Ivry, donc sur la ZAC du Plateau. Donc Stéphane Shankland, c'est vraiment un plasticien pour le coup, qui intervient donc dans une ZAC, dans une zone d'aménagement concerté, et donc qui investit le temps du chantier pour justement travailler avec les différents acteurs du projet urbain, l'aménageur, les promoteurs immobiliers, les élus, les habitants, mais aussi travailler avec les ressources locales. Donc, s'interroger sur ce qu'est un matériau de construction, sur comment le transformer, etc. Donc, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette. Absolument. Et qu'est-ce qu'on transforme. C'est ça. Et à l'autre bout de Paris, il y a le collectif Bellastock, qui pour le coup, lui, est vraiment un collectif d'architectes qui mène à l'île Saint-Denis, toujours dans le cadre d'une ZAC qui est celle d'un écoquartier, l'écoquartier fluvial de l'île Saint-Denis, un projet où là aussi il est question de voir quels sont les matériaux qui sont disponibles sur place et qu'est-ce qu'on peut en faire, comment on peut les réemployer, comment on peut les utiliser, etc. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si le projet est financé en partie par l'ADEME, qui justement s'intéresse aux questions de maîtrise de l'énergie, développement durable, etc. Stéphanie, j'aime bien quand vous qualifiez l'artiste de plaque sensible. Oui, c'est un peu ce que je disais, c'est-à-dire que l'artiste, son intérêt, c'est qu'il va amener un autre regard sur la ville et il va aborder la ville autrement, c'est-à-dire alors à hauteur d'homme, c'est ce que je disais, mais aussi de manière sensible. C'est-à-dire là où finalement la ville donne l'impression d'être fabriquée par des techniciens qui vont avoir une approche très rationnelle de l'espace, et c'est d'autant plus le cas depuis le fonctionnalisme, où finalement la ville est rationalisée au maximum, elle est découpée en fonctions, elle est analysée en fonctions, etc. Tout à coup, l'artiste arrive et lui, il va poser un regard à la fois plus candide et à la fois beaucoup plus décalé sur l'espace urbain, et justement un regard sensible, un regard sensuel parfois, etc. Donc on n'est plus du tout dans le champ habituel de la fabrique de la ville, et c'est ce qui rend justement possible cette expérimentation. C'est ce qui permet à ces projets de se décaler par rapport aux procédures habituelles de transformation de l'espace urbain. Est-ce qu'il y a une perte de la dimension utopique de ces projets aujourd'hui ? Est-ce qu'on n'est pas rattrapé par le réel ? Alors, moi, je pense que beaucoup de ces projets ont une dimension utopique puisqu'ils font exister quand même. Alors, c'est pas des non-lieux pour le coup, mais ils font rêver. C'est pas. Et puis, en préfigurant ce devrait être la ville idéale, ils la font d'une certaine manière exister. En préfigurant une ville, pour reprendre l'exemple des Moscou tout à l'heure, ou d'autres artistes, en préfigurant une ville où les murs ne sont plus gris, mais de toutes les couleurs, finalement, cette ville, elle se colore, et elle devient plus belle. Après... comment dire, ces artistes-là ont aussi leurs limites, et ces créatifs-là ont aussi leurs limites, et il ne faut pas les nier, il ne faut pas tomber dans l'angélisme. Je pense qu'ils ne peuvent pas tout. Peut-être pour illustrer ces limites, plutôt que de les énoncer de manière un petit peu théorique comme ça, je vais prendre un exemple concret qui est celui du collectif Coloco. Le même.
Non, alors là, c'est Kotchenko. Ah, d'accord. Et je voudrais parler maintenant il y en a un qui est en Seine-Saint-Denis et l'autre... Alors, l'autre, c'est à Marseille. Ils interviennent un peu partout. C'est ce que vous appelez les ratés, peut-être. Voilà. Oui. Donc, pour moi, c'est un raté. Enfin, pas que pour moi, d'ailleurs, pour eux, surtout. Qu'est-ce qui leur est arrivé ? C'est vraiment un raté. Alors, donc, Coloco est sollicité par Marseille-Provence 2013 dans le cadre d'un vaste projet qui s'appelle les quartiers créatifs, qui visait à investir 14 quartiers sensibles, entre guillemets, à Marseille, et donc à inviter des artistes, des designers, des collectifs d'architectes, etc., à investir ces quartiers pour les... pour leur pour les pacifier, les colorier. Alors il y a cette idée de pacifier, voilà, il y a l'idée de les pacifier et puis il y a l'idée de les faire participer aussi à l'événement et de montrer qu'ils peuvent aussi s'associer à cet événement qui était Marseille-Provence 2013. Donc, Coloco, en fait, propose, donc, dans une cité qui s'appelle le Grand Saint-Barthélemy, qui est plutôt au nord de Marseille, de faire ce qu'ils appellent un jardin possible. Donc là, on est presque dans l'utopie aussi. Voilà, et de faire ces jardins avec les habitants. Ils font beaucoup de jardins, en général. Ça, ce serait peut-être un truc à interroger, d'ailleurs. C'est l'imaginaire du jardin et pourquoi, finalement, le jardin symbolise je sais pas, quelque chose qui a à voir avec la participation, l'implication, peut-être parce que ça demande des soins et donc ça demande une implication. Oui, voilà. Puis il y a aussi l'image du paradis, le jardin d'Éden. C'est très lénifiant, le jardin. Oui, ça se partage. Voilà. C'est ça. Okay. Donc le jardin, encore un, possible, etc. Le problème de ce projet, c'est que c'est un projet non pérenne, puisqu'il devait à terme déboucher sur l'aménagement d'une zone de stockage, je crois, etc. Et là, les associations des habitants, qui pourtant au départ étaient plutôt favorables au projet, ont commencé à s'interroger sur la pertinence de ce projet et s'interroger à plusieurs titres. Alors d'abord sur le caractère non pérenne du projet, pourquoi créer un jardin qui va être démoli, quel est le sens d'une telle intervention. Donc il y a vraiment, on se pose la question de la pérennité, qu'est-ce qui se passe après ? Est-ce que ce sont des événements qui finalement servent la communication aussi des municipalités, ou est-ce que c'est vraiment des événements au service des habitants ? Là, il y avait une ambiguïté. Il y avait aussi la question de la qualification du projet. On leur avait vendu les quartiers créatifs comme des projets artistiques. Et là, tout à coup, un jardin, mais un jardin, c'est de l'art, ah bon, enfin, etc. Et puis surtout, il y avait la dotation. Le projet s'est vu doté de 400 000 € par Marseille-Provence 2013, donc pas par la municipalité. C'était deux sources de financement distinctes, mais n'empêche que ces associations-là se sont dit, bon, bah, nous, ça fait 20 ans qu'on pleure pour avoir 3 francs 6 sous, et pour des choses qui sont quand même fondamentale pour la vie du quartier, c'est-à-dire pour l'emploi, pour la formation, pour l'éducation, etc. Et là, tout à coup, on a des guignols qui arrivent, qui vont nous faire un super jardin qui va être démoli dans un an. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire ? Et de fait, là, il y avait vraiment la confrontation de deux mondes, finalement. Il y avait d'un côté cette idée très lénifiante que l'art et la culture peuvent tout. Voilà, que ce sont des pharmacones qui peuvent vraiment soigner tous les maux de la cité. Et puis de l'autre côté, il y a des habitants qui disaient, mais attendez, mais nous, mais ça fait, on galère, quoi. Et c'est pas notre priorité. Et je pense que ce discours-là était tout à fait audible. Il a été tellement audible d'ailleurs que le projet a complètement capoté et que ce jardin est devenu totalement impossible et n'a jamais vu le jour, quoi. Voilà. On ne termine pas sur un échec, hein, Stéphanie. Alors, peut-être juste pour évoquer d'autres... voilà, limite possible. Il y a aussi la question de qui finalement, qui ces projets servent-ils finalement. Alors, dans le cas de l'art urbain, on a beaucoup parlé ces derniers temps finalement de la question du genre dans l'espace public. L'art urbain, il est intéressant pour ça. C'est-à-dire que les projets d'art urbain qui sont de plus en plus valorisés et qui sont parfois financés, finalement favorisent essentiellement des hommes, là aussi pour des questions de pacification. Parce qu'on considère que donner des espaces d'expression libre pour le graffiti, etc., c'est une manière de canaliser l'énergie bouillonnante des jeunes mâles qui pourraient sinon mettre cette énergie à profit pour commettre toutes sortes de méfaits. Et donc finalement, ces politiques-là qui visent à pacifier plutôt que... alors que finalement, peut-être que le dissensus, peut-être que le conflit pourrait aussi être créateur
de bien des choses intéressantes, finalement conduisent à privilégier certains groupes plutôt que d'autres. Voilà. Bon, ça c'était pour finir avec les aspects négatifs. Donc le sexisme est-ce est partout. Partout. Sauf ici, où on se retrouve 3 femmes, ce qui est assez étonnant, mais bon. Enfin voilà, en tout cas, bon, il y a un certain nombre de limites qu'on peut énoncer. Et puis aussi, il y a aussi des exclus. Hein. Vous parliez des ratés, mais il y a aussi des exclus. Ces exclus, par exemple, les femmes. Je ne sais pas, pour ce qui est de l'art urbain, il y a aussi la question du graffiti et du street art. On se retrouve finalement avec un art figuratif coloré qui est très valorisé. Et dans le même temps, on va effacer les graffitis qui sont perçus comme une menace. Pourtant, bon, on peut considérer que c'est une forme d'art aussi. Enfin, tout se discute, hein, mais si on permet les uns, pourquoi ne pas permettre les autres? Voilà, donc bon, ce sont parfois des politiques qui vont conduire à privilégier certains groupes plutôt que d'autres. L'art urbain de beaux jours devant lui? Eh ben, je ne sais pas. Sans doute. Enfin, en tout cas, il y a un marché colossal qui se crée depuis... Enfin, colossal, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas, il y a une vitalité sur le marché de l'art qui est assez impressionnante et qui, à mon avis, moi, questionne ce qu'est l'art urbain et constitue peut-être aussi une limite de ces pratiques-là. C'est-à-dire que tout à coup... on se retrouve avec des artistes dont on ne sait pas trop s'ils créent dans la rue pour finalement atteindre le marché ou pour justement participer aux transformations de la ville. Donc l'un puis l'autre peut-être, non? Ouais, mais finalement la création... Pourquoi voulez-vous qu'ils soient désintéressés? Non, mais moi j'ai vu des artistes urbains créer une œuvre dans la rue juste pour pouvoir la prendre en photo et finalement l'effacer juste après parce que l'enjeu, c'était de prendre la photo pour pouvoir communiquer, pour pouvoir se faire un nom, pour pouvoir exister. Donc là aussi, il y a des limites très fortes, c'est-à-dire qui servent... il y a beaucoup d'artistes urbains qui vont dire « moi, je crée pour les habitants, je crée pour donner une voix, pour donner la parole à des habitants, etc. » Et puis en fait, non, je pense que c'est des projets qui servent surtout leur notoriété et leur visibilité médiatique et in fine, leur cote. Voilà. Je voulais vous demander ce que vous pensez de l'échafaudage qui entoure le Panthéon, qui est en travaux de JR. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il a été inauguré ici. Je vois que nous avons un public extrêmement cultivé. Donc voilà, avec des photomatons. Et moi, j'avoue... aimais beaucoup JR malgré en ce moment, il est un petit peu attaqué sur divers plans, notamment sur celui-ci, parce que je trouve qu'il a une manière de faire qui est vraiment intéressante, qui était vraiment intéressante et qui consistait justement à y aller, quoi. JR, c'est quelqu'un qui disait « Tiens, j'ai vu un reportage sur les favelas à Rio ». Il disait que c'était hyper violent, etc., et qu'il ne fallait pas y aller. Moi, j'ai décidé d'y aller, et du coup, j'ai fait plein de photos des habitants, et je les ai mis sur la favela, etc. C'est vraiment comme ça, des interventions très spontanées, avec les moyens du bord, avec des moyens de plus en plus importants, mais qui au départ étaient dérisoires, et qui visent vraiment à changer, là pour le coup, l'image, qui vise à transformer l'image des lieux. Je pense notamment à un projet très ancien. Que le Panthéon a une gueule qu'il n'a jamais eue quand même. C'est sûr. Alors après, moi je trouve qu'avec le Panthéon, là, on bascule un peu quand même de l'autre côté, qui est vraiment pour moi, c'est un peu des magots. Mais l'idée que le Panthéon, pour le coup, est ouvert à tous, et que nous sommes tous des grands hommes, et nous sommes tous des grandes femmes, et nous avons tous notre place au Panthéon. Je trouve ça, c'est très joli, etc. Bon, je trouve peut-être un poil démago. Mais ceci dit, c'est vrai qu'il y a chez JR cette volonté de transformer l'image des lieux qui, au début, en tout cas, étaient vraiment pertinentes parce qu'il intervenait dans des espaces, dans des territoires qui étaient vraiment complètement dégradés et dont l'image était catastrophique. C'était Montfermeil, c'était les favelas, c'était le mur de séparation entre Israël et la Palestine. Enfin, c'était vraiment des espaces où personne ne voulait aller et qui étaient médiatiquement l'objet d'images de représentation très négatives. Assez répulsive. Hein. Voilà, et lui arrivait quand même avec ses photographies. Il a quand même bravé tout ça au départ. Ouais, mais moi je trouve que c'est vachement intéressant. Enfin, c'est vraiment, et c'est généreux. Il y a quelque chose de très généreux. Merci. Après sur le Panthéon, je suis plus... Merci beaucoup. Moi j'aime bien le Panthéon. Merci.
Merci beaucoup Stéphanie Lemoine.